naar de boerderij op bezoek om de betrokkenheid met de producent groter te maken. Donc on a même amené, des clients à la ferme pour créer ce lien avec le producteur. Voilà. En wij maken zelf afspraken via een klein contract met de boer. Et donc on a même, on établit des rendez-vous à travers un contrat avec le fermier. Dat gebeurt niet altijd achter het bureau of de keukentafel. Donc ça n'arrive pas toujours autour de la table ou de la cuisine. Nee, dat gebeurt vaak over de transportband. La discussion se fait souvent autour de la bande de transport. Maar de contracten zijn daar al niet slecht hoor. Donc c'est pas pour ça que les contrats sont mauvais. Hein? Voilà. En ik wil nog een teelplan tonen van een teler met heel veel kleine producten. Et donc là, il y a aussi un plan, par exemple, de distribution de différents produits. Het mooie is dat we met de boer ook voor 6 maanden lang hebben we ook afspraken over de prijs. De prijs blijft constant voor 6 maanden lang. Donc on a donc un contrat avec le producteur, donc les prix restent constants pendant 6 mois. En we vragen aan de boer dus om zo'n prijs te maken dat hij voldoende heeft om voor ons te kunnen werken. En een prijs dat de klant weet hoeveel het zal kosten. Donc de faire aussi une mise de prix de façon à ce que lui puisse vivre et que le client sache un petit peu combien ça va lui coûter. Même plus qu'un petit peu. Parce que ça ramène, c'est le même prix donc, pendant toute la saison qui a été convenu avec le maraîcher ou le viticulteur et tout ça. Donc nous voilà arrivés à cette question des prix, qui n'est pas vraiment un problème très simple. Bon, on arrive, voilà nouveau dans le magasin. Donc le client a retiré ses produits dans son casier, dans la chambre frigorifique, et puis il ou elle vient à la caisse pour payer les produits. Bon, donc il a de l'argent là, qui est composé des prix des produits. Et comment est-ce qu'il faut faire les prix des produits dans l'économie? Je vous l'ai dit, ce n'est pas un problème trop simple. Donc, nous avons eu ce schéma pour commencer. Je vous ai dit qu'il y a donc ce flux de produits qui va du négociant au client, parce que le client a besoin de produits. Il faut avoir une balance, il faut avoir un contrepoids. C'est que l'épicier, lui aussi, a besoin de quelque chose, il a besoin d'un revenu. Il ne veut pas dire qu'il veut gagner autant d'argent que possible, mais ça veut dire tout simplement que lui ou elle aussi a besoin de vêtements, d'alimentation, un voyage, quoi, des transports, tout ça, d'avoir une maison. C'est pour ça qu'on a besoin d'un revenu. Et ce revenu est composé des prix des produits vendus dans le magasin. Donc il y a en bas un flux d'argent, ce qu'on appelle l'argent d'achat. L'argent d'achat. Donc, il est composé, comme je vous ai dit, des prix des produits. Voilà ce que je considère comme la deuxième finalité, ou la seconde finalité de notre vie économique, c'est de réaliser des prix justes, des prix vrais, des prix réels, des prix équitables, si vous voulez. Voilà une espèce de formule qui est fort simple. Quand est-ce qu'un produit a un prix juste, un prix réel? Si tous les gens qui ont collaboré, qui ont coopéré à faire ce produit, à le transporter, bien entendu, reçoivent assez de revenus pour qu'ils soient capables de refaire un tel produit en l'avenir. Un produit pareil en l'avenir. Bon, je crois que tout le monde qui a un peu de bon sens ne peut dire que oui envers cette formule, mais réaliser cela dans la pratique de notre vie économique qui est devenue très compliquée, surtout à cause de la division du travail, ce n'est pas tellement simple. Commençons par une image. Non, tout d'abord, il faut se poser la question, le prix d'un produit quelconque, qu'est-ce que c'est? Que ce soit une laitue, paire de souliers, téléphone mobile, c'est toujours composé de parcelles de revenus, de gens qui ont travaillé à ces produits. Donc, prenons un exemple simple à première vue. L'exemple du prix d'un pain. Le prix d'un pain est composé de parcelles de revenus. Essayons d'élaborer un tout petit peu ce schéma. Tout d'abord, il y a le négociant. Et en général, en tant que consommateur, c'est la seule personne que vous rencontriez dans le magasin. Mais il est bien rare que ce négociant ait fait
le pain. Donc il y a eu au moins un transporteur. N'est-ce pas? Voilà, une deuxième personne. Le transporteur est allé chercher les pains dans la boulangerie. Le boulanger... bon. C'est complet maintenant? Ah non, le boulanger, lui, a besoin, par exemple, d'énergie, de gaz, par exemple, pour chauffer son four. Ah, son four, il a été acheté et payé peut-être pas mal, il y a pas mal de temps, mais il y a toujours une partie de la valeur de ce four qui est calculée dans le prix du pain, c'est ce qu'on appelle l'amortissement. Puis, donc, l'énergie, nous l'avons, mais nous n'avons pas encore de la matière première. Donc, il faut d'abord peut-être un grossiste pour procurer notre boulanger de plusieurs produits, comme de la farine. Donc il y a un meunier qui a obtenu son blé. Donc il y a le paysan, production primaire, donc schéma complet, pas du tout. Parce que notre fermier, là, il a besoin d'autres grossistes, par exemple, pour avoir des graines, de la semence. Et puis il y a besoin d'un tracteur, donc il y a le fabricant des tracteurs qui est là, l'amortissement du tracteur, etc., etc. Vraiment, si vous tâchez d'élaborer cette image, si vous serez capable de le faire tout à fait, vous auriez rencontré des centaines, peut-être des millions de personnes sur toute la planète. Et ensuite, il y a bien entendu pas mal de taxes et d'impôts là-dedans, dans les prix. Taxes et impôts utilisés, entre autres, pour l'enseignement, n'est-ce pas, et la formation de futurs négociants, de futurs transporteurs, boulangers, etc., etc. Bon, dans une économie saine, dans notre vue, une économie associative, ce schéma devrait être complètement transparent. Ce qui veut dire que l'on peut savoir que toutes ces personnes-là ont obtenu une parcelle de revenus suffisante. Donc, d'une part, il ne doit pas y avoir des personnes qui ne reçoivent pas assez, donc ne sont pas capables de faire un produit de qualité. D'autre part, il ne doit pas y avoir des bénéfices extraordinaires, des bénéfices, exorbitants qui ne soient pas justifiables du point de vue social. Mais comment le faire? Dans l'économie du marché libre, il est complètement impossible de rendre ce schéma transparent. Un ami à nous a fait l'expérience il y a une année d'essayer de faire donc, ce schéma, avec donc les euros et les centimes, pour un produit, pour un pain. Après des mois de recherche, il a dû céder. C'est complètement impossible. On ne peut pas avoir les informations exactes pour le reconstituer. Donc, il ne nous est pas possible dans notre magasin de le faire non plus. Mais il y a quand même un élément que l'on peut rendre transparent immédiatement. C'est l'élément supérieur. N'est-ce pas? Le revenu des collaborateurs du magasin. Bon, je vais simplifier un peu ce diagramme, ce schéma, pour voir comment on forme les prix dans notre magasin La Fleur Bleue. Tout d'abord, je vous donne le schéma ordinaire, en général. Un épicier, par exemple, il fait des achats, des pains, des légumes, des fruits, des produits alimentaires, de toutes sortes, et donc il y a un prix d'achat qui est destiné aux maraîchers, aux boulangers, etc. Il faut ajouter alors une marge de bénéfice, pour deux raisons. Tout d'abord, il y a des frais à couvrir. Il y a le loyer, il y a les amortissements, il y a les produits pour emballer, il y a aussi l'énergie, la lumière, l'électricité, tout ça. Et bien entendu, comme je vous ai déjà dit, les négociants ont besoin d'un certain revenu. Tout ça doit venir de cette marge de bénéfice. Puis il faut ajouter encore TVA. Et voilà donc la totalité, c'est un peu simplifié, mais c'est quand même exact, donc ce qui va nous donner le prix de vente. C'est ça ce